Mehdi Bioui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert dans le domaine de la logistique Oui, et vous êtes également directeur associé au sein de Alea, un cabinet de conseil en transformation numérique. oui, Et vous collaborez avec le grand cabinet français Sitwell, spécialisé dans le conseil en supply chain. tout à fait. Alors, vous ne direz pas le contraire si j'affirme que le monde a connu, depuis au moins le Covid-19, une désorganisation totale, premièrement de l'appareil productif à l'échelle planétaire, Bien sûr. mais également en termes d'organisation logistique, Oui. avec des logiques de rupture, de rareté, de Mhm. surcoût et diverses problématiques qui impactent globalement toute la planète. Donc il ne Mhm. s'agit pas d'une crise régionale ou conjoncturelle, c'est une crise qui est systémique Mhm. et qui touche toute la planète. Et Oui. même le Maroc ne peut pas y échapper, il subit de plein fouet les conséquences de ces désorganisations-là. Alors, si vous deviez faire un diagnostic global des tendances qui sont enclenchées durant le Covid, ou peut-être vous me direz avant le Covid, et qui continueront d'évoluer durant les années prochaines en termes de supply chain, de logistique, Mhm. à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Bon, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, enfin, je vais parler avant la guerre, le déclenchement de la guerre en Ukraine, enfin, de la deuxième phase de la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine, elle a commencé en 2014. Oui. C'est que dès la fin 2018, le monde rentre en récession. Bon, les banques centrales ont essayé de camoufler ça à coup d'injection et d'impression monétaire, mais dès décembre 2018, on rentre en récession. Puis si on suit quelques indicateurs macroéconomiques, on le voit assez facilement. Même si les taux de croissance officiels maquillent cette Bien sûr, réalité-là. bien sûr. Ce qui s'est passé pendant le Covid, alors il n'y a pas encore d'études sérieuses qui expliquent ce qui s'est passé réellement pendant le Covid, mais moi ce que je peux livrer, c'est ce que moi j'ai observé de mon point de vue sur les chaînes logistiques mondiales. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, l'Europe, les États-Unis ont commencé à ralentir à cause des shutdowns, des lockdowns, toutes ces choses-là. Et l'Asie, en fait, n'a pas beaucoup ralenti ou très peu et a continué de tourner. Même la Chine. Même la Chine. D'accord. Et donc, les flux en fait, d'import et d'export ont commencé à être du one-way, c'est-à-dire que les Asiatiques envoyaient leurs marchandises vers l'Europe et très peu de marchandises revenaient de l'Europe parce que les usines européennes ne tournaient pas très bien. Donc, le corollaire de ça, c'est qu'on a commencé à voir le prix du conteneur, par exemple, qui commençait à monter, le conteneur maritime, ça a commencé à prendre des proportions assez importantes. Phénomène qui va s'accélérer quand nous, on va lever les lockdowns en Europe et qu'on va commencer à redémarrer. Donc, Parce qu'il y a une demande brutalement qui surgit avec... on réaccélère brutalement. Nos usines continuent de tourner avec des restrictions sanitaires, donc continuent de mal tourner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente. Alors, vous avez une demande qui augmente et une demande de production locale qui tourne mal. Ce que vous faites, vous compensez avec de l'import. Donc, on a encore tiré plus sur un import qui est déséquilibré. Donc, vous avez le prix du conteneur qui atteint des sommets. On est arrivé à des 14 000, 15 000 dollars le prix du conteneur en partant de 3 000. Donc, c'est assez conséquent. Quasiment. Et en même temps, vous avez, alors les gens ne s'en ont pas forcément beaucoup rendu compte, mais il y a eu une des plus grosses opérations logistiques de l'histoire, c'est-à-dire l'opération de distribution des vaccins dans le monde entier, qui s'est faite majoritairement via l'aérien, à cause des contraintes. Des chaînes de froid. Tout à fait. Donc, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des chaînes qui sont rompues, avec de la disponibilité de conteneurs ou un prix du conteneur qui est inabordable. Et en même temps, le seul moyen que vous avez de rattraper une chaîne logistique maritime qui est rompue, c'est l'aérien. Le fret aérien. Le fret aérien qui est devenu inabordable parce que occupé très souvent par des vaccins. Et puis le peu de place qui restait, c'était au plus offrant et c'était très très cher. Donc, ce qui a commencé à donner des pénuries sur l'électronique, sur les composants électroniques aussi, les processeurs, toutes ces choses-là. D'ailleurs, il y avait même une pénurie. On avait beau chercher même un ordinateur portable pour l'acheter, il n'y en avait plus, certainement, même au Maroc. Oui, il n'y en a plus. Et puis il n'y avait que les stocks qu'on écoulait. C'est ça, on écoulait les stocks. Donc, effectivement, ça a créé ce phénomène-là. Ça a mis du temps à se remettre d'équerre. Et puis, vous avez des acteurs aussi qui ont disparu, parce qu'avec les lockdowns et choses comme ça, vous avez des sociétés qui ont disparu. Donc, il a fallu reconstruire des chaînes logistiques qui étaient cassées. Donc, ça a commencé à se remettre d'équerre, puis badaboum, la Chine commence à avoir des problèmes avec le Covid. Et c'est les Chinois qui commencent à faire des lockdowns, notamment dans la région de Shenzhen, qui est un des plus gros ports chinois et un des plus gros ports du monde. Donc, vous avez le port de Shenzhen, du côté d'Hong Kong, Canton, tout ça, voilà, les gros pôles qui commençaient à s'arrêter. Et donc, ça fait que vous avez encore une fois vos chaînes logistiques qui sont mises à mal et qui, jusqu'à présent,
ne se sont pas forcément remises de ce qui se passe. D'autant plus que la Chine continue avec la politique zéro Covid, Oui, ce qu'on comprend très mal vu de l'extérieur, Oui. vu que chez nous, globalement, on a décidé de tourner la page avec Oui. le variant Omicron. Oui. Mais en Chine, ils persistent dans cette logique de lockdown. Dès qu'il y a un ouvrier qui est enrhumé, bon, je caricature à peine, Ah oui, non, on mais ferme toute l'usine. si vous éternuez, vous vous retrouvez Ouais, c'est- enfermé dans un camp. Enfin, Ah. c'est extraordinaire ce qui se passe là-bas, dans le mauvais sens du terme. Ça, je comprends. Donc ça n'aide pas forcément effectivement l'approvisionnement des matières et des produits. Et puis vous avez, c'est venu se rajouter l'offensive russe en Ukraine, qui a fait, enfin l'offensive russe en Ukraine elle-même n'a rien causé, c'est les sanctions qui ont été décidées à l'issue de cette offensive. Par le monde occidental contre la Russie. Tout à fait, qui ont venu encore une fois remettre le bazar dans des chaînes logistiques qui étaient tout juste en train de se remettre du Covid. Et donc, ça crée toute une espèce de jeu de taquin où on va déplacer les sources d'approvisionnement, on va aller, au lieu d'acheter du pétrole russe, on achète du pétrole chinois, mais on sait que les Chinois ne produisent pas de pétrole, mais c'est du pétrole russe, mais c'est pas grave, on a juste changé l'étiquette sur le baril. On a vu avec l'Inde également, avec le pétrole et des produits dérivés du pétrole russe, qui sont raffinés par l'Inde et revendus beaucoup plus cher aux Européens. Tout à fait, même l'Arabie Saoudite s'y est mis d'ailleurs, en achetant du pétrole russe et en le revendant aux Européens. Donc il y a toute une reconfiguration des chaînes logistiques qui continue de se faire, même aujourd'hui. Avec des plateformes, parce que les Russes, il ne faut pas rêver, si on leur interdit un certain nombre de marchandises, mais ils trouvent toujours le moyen de les avoir, mais c'est juste que ça ne se fait plus directement. Donc là, vous avez plein de cabinets d'import et d'export qui fleurissent en Turquie, ou à Dubaï, ou à Singapour. D'ailleurs, certains ont observé l'évolution du fret par train entre la Chine et la Russie, et il n'a jamais été aussi élevé que depuis la guerre avec l'Ukraine. Ah oui, le volume d'échange. Voilà, la Chine achète pour le compte de la Russie, ce que la Russie ne peut pas acheter directement. Oui. D'accord, alors ça c'est globalement, le phénomène global. Après, il y a un autre phénomène qui a évolué en parallèle, c'est l'inflation, qui est due en partie au problème de désorganisation de la chaîne logistique, qui rend plus cher le transport des marchandises, des matières premières, etc. Mais qui est également due à une politique monétaire totalement folle, mise en place durant le Covid, où effectivement on a eu recours à une planche à billets de manière frénétique. Et aujourd'hui, on paye le prix également en termes d'inflation, à tous les niveaux, au niveau des marchés financiers, mais également au niveau des matières premières. Oui. Donc l'inflation, elle est en même temps une conséquence, mais en même temps un facteur dû à d'autres éléments, comme la politique monétaire. L'inflation a commencé effectivement avec les prix du transport, qui ont été les premiers drivers de l'inflation, à mon sens. Donc quand vous avez le prix du transport maritime qui augmente, il faut savoir que 80% du trafic commercial mondial, c'est par la mer. Donc si le fret maritime augmente, tout augmente. Tout augmente, même le pétrole, le gaz. Tout. Et le pétrole, c'est 80% ou 85% des échanges mondiaux en valeur. En termes de valeur. Voilà, c'est la matière première la plus échangée, largement au-delà de toute autre matière première. Donc si vous avez le coût de transport de cette matière première qui augmente, forcément son prix augmente, et si elle augmente, tout l'impact sur le produit final. Tout à fait. Donc tout augmente. Donc ça, l'inflation, elle a commencé par là. Les politiques monétaires ont fait que, alors pas que les politiques monétaires, notamment en Europe, le fait aussi que l'Europe s'est permise, entre deux parenthèses, de procéder à des saisines d'avoirs russes de façon à discuter, à la limite de la légalité ou dont la légalité est questionnable, ont fait que l'euro a commencé à perdre de sa valeur. Les gens problème de crédibilité. Enfin, les Chinois, les Saoudiens, tout à fait. Ils vont nous piquer notre argent demain s'il y a un problème. Exactement. Donc, ce qui fait que l'euro a plongé. Donc là, il est en train de se remettre, mais à mon sens, ce n'est que conjoncturel, dû notamment au fait que les crypto-monnaies sont en train de boire la tasse. Oui, un effet de vase communicant. C'est ça. Donc les gens sortent des cryptos et vont sur la première devise qu'ils trouvent, donc c'est l'euro, entre autres. Mais l'euro a chroniquement et va chroniquement souffrir de cette politique de saisine qui n'a pas fait que du bien à la réputation de l'Europe, quoi. En plus, quand on voit la tendance de fond, depuis au moins un an, voire davantage, c'est l'euro qui perd du terrain face au dollar. Oui. C'est-à-dire qu'on atteint la parité quasiment entre le dollar et l'euro. On a été en dessous même. Oui. Voilà, même en dessous pendant un certain moment, avant de remonter légèrement. Il n'y a pas de raison que ces tendances ne reprennent pas normalement, vu que les facteurs à l'origine n'ont pas changé. Non. Et au contraire, ça empire davantage. La crise économique en Europe, le coût de l'énergie qui a augmenté, l'inflation dans le secteur industriel où en Allemagne elle frôle les 40% dans l'industrie. Nous, on voit l'inflation moyenne pour la population, l'indice des prix. Mais au niveau de l'industrie, c'est une catastrophe pour l'Allemagne. D'ailleurs, ils sont allés en Chine dernièrement avec Scholz.
Alors moi, on pourra revenir là-dessus parce que moi j'ai ma petite théorie là-dessus Mhm. sur son voyage en Chine parce que je pense qu'il était allé négocier autre chose, mais des choses qui se disent pas à la télé, hein. Mais Bah, je- d'obtenir une paix de la Russie? non, 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 je pense que peut-être qu'il est parti évoluer. Parce que si l'euro continue à dégringoler, Mhm. il y a deux pays qui ont intérêt à sortir de l'euro et vite, c'est l'Allemagne ou l'Italie. Mhm. Donc soit l'Allemagne sort par le Ouais, haut, la plus fragile et la plus solide, en fait. voilà, soit l'Allemagne sort par le haut en disant je me barre avant d'avoir tous les boulets autour de moi qui Mhm. vont m'entraîner dans le fond. Ouais. Et donc, une des hypothèses, c'est que Scholz a discuté avec Xi Jinping la possibilité de recommercer en Deutschmark. Mhm. C'est une question qui peut se poser. Soit les Italiens sortent par le bas parce que s'ils ne sortent pas, ils coulent, quoi. Donc, Ouais. c'est à voir. Donc, pour revenir à ta question sur le problème de l'inflation et de l'énergie, c'est qu'il faut savoir que les pays européens avant payaient le pétrole et le gaz aux Russes en euros. Mhm. Bah, c'était dans les contrats. C'était dans les Mhm. contrats. Donc en euros ou en dollars, mais la plupart du temps, ça se Mhm. faisait en euros. Et donc, ce que faisaient les Russes, c'est qu'ils acceptaient les paiements en euros. Avec leurs euros, ils rachetaient soit des services d'entreprises occidentales, Mhm. soit ils achetaient des biens européens. Mhm. Et les excédents étaient déposés auprès de la Banque centrale européenne, moyennant un taux d'intérêt. Mhm. C'est les fameux 600 milliards qui ont été Ça a été saisis par la gelé, Banque ouais. centrale. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme on veut plus avoir affaire aux Russes, il va falloir aller chercher le pétrole et le gaz sur les marchés mondiaux. Et là, ça se discute en dollars. Mhm. Donc vous allez avoir 26 pays de l'espace économique européen qui avant ne tradaient pas leur énergie, ou n'achetaient pas leur énergie en dollars, qui vont vers fin février, mars, quelque part par là, suivant comment va se dérouler l'hiver, vont arriver sur le marché pour renouveler leur stock de gaz et de pétrole, enfin surtout de gaz. Mhm. Et donc ils vont devoir acheter du dollar à tour de bras. Massivement. Avec une Donc dépréciation de l'euro naturellement qui va en découler. évidemment. Mhm. Et un dollar qui devrait, alors sauf Grimper, surprise, hein, ouais. on n'est jamais sûr de rien, mais sauf Mhm. surprise, qui devrait passer au travers du toit. Ce qui n'arrange pas forcément les États-Unis non plus en termes de compétitivité à l'export. Non, Donc il n'y a pas de gagnant dans l'histoire. non, il n'y a personne qui est gagnant. Enfin, les États-Unis arrivent quand même à retomber Enfin, sur ils leurs gagnent, pattes parce que c'est eux qui fournissent le pétrole ouais. et le gaz, ils leur vendent à des prix exorbitants. Les Allemands vont être à genoux. Là, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a beaucoup de... Toutes les énergies, toutes les entreprises énergie intensives, les procédés qui nécessitent beaucoup d'énergie, Mhm. sont en train de s'exporter, de s'exiler vers les États-Unis. Oui. Notamment Donc la il y a une fabrication de batteries. récupération. Ouais. D'accord. Alors maintenant, puisqu'on parle des Américains, alors qui dit supply chain dit route maritime, Oui, vous en parliez tout à l'heure, et qui dit route maritime dit flotte américaine. oui. Alors est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un changement de doctrine, d'approche du côté américain par rapport à la question des ravitaillements par voie maritime? Ah, tout à fait. Alors, juste pour remettre dans le contexte, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains, et la flotte américaine notamment, qui assurent la sécurité dans les mers du monde et qui ont permis la mondialisation. C'est-à-dire à partir Mhm. du moment où la marine américaine assurait la sécurité dans les mers du monde, le commerce international via la mer a pu se faire et a pu se Mhm. faire à des tarifs raisonnables parce que les Américains assuraient la sécurité. Vous savez qu'il n'y a aucun bateau qui quitte un port s'il n'est pas assuré. Mhm. Et donc le fait que la marine américaine assure la Militairement, sécurité dans déjà, les mers, ouais. voilà, les primes d'assurance sont Diminue. abordables. Mhm. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Américains se retrouvent dans une situation... Les Américains ont toujours été un pays protectionniste, qui se regarde de lui-même, pas Jusqu'à très la Première intéressé Guerre par le mondiale. monde. Voilà, ils l'ont toujours été. Ils ont été obligés de sortir de chez eux pour aller assurer leur ravitaillement Mhm. en hydrocarbures. Et donc, du coup, ils assurent les 3 ou 4 grandes routes maritimes qui parcourent le globe, qui toutes partent du golfe Persique. Mhm. Vous partez du golfe Persique, donc si vous allez vers l'est, vous allez remonter. Océan Indien, Pacifique. Si vous êtes vers l'est, oui, vous allez Ouais. passer au sud du Sri Lanka, Mhm. vous allez passer après au détroit de Malacca, qui est Mhm. contrôlé entièrement par les États-Unis, entre l'Indonésie et la Ouais. Malaisie. Et c'est avec ça qu'ils verrouillent les Chinois d'ailleurs, ou qu'ils verrouillaient les Chinois. Vous arrivez en Chine et puis vous arrivez au Japon. Donc ça, c'est la route de l'Est. La route de l'Ouest, bah, c'est l'inverse. Vous remontez la mer Rouge, donc le Canal de Suez, canal de Suez, détroit de Méditerranée. Gibraltar, puis après la Manche, et puis vous Mhm. remontez vers le nord de l'Europe. Et, ou sinon la route qui part de Gibraltar qui descend vers l'Amérique du Sud. Donc là, vous avez les grandes routes maritimes mondiales, quoi.
Et donc les Américains assuraient cette sécurité-là, avec des primes d'assurance, comme j'ai dit, qui étaient abordables, et mettaient à disposition aussi le système SWIFT, via le dollar, qui permettait en fait des échanges mondiaux. Instantanés. Instantanés. Les Américains se repliant, parce qu'aujourd'hui, finalement, ils sont autonomes en énergie, au moins pour les 10-15 ans à venir, avec ce qui est découvert aujourd'hui comme gisement. La main-d'œuvre, ils ont une démographie plutôt saine, les États-Unis. Oui, comparé aux autres pays occidentaux, on est autour du taux de remplacement, donc il n'y a pas de déclin démographique. Bon, il n'y a pas de croissance non plus, mais il n'y a pas de déclin, ce qui est déjà énorme pour un pays développé. Tout à fait, il n'y a pas de déclin. Ils ont le Mexique à côté qui peut éventuellement fournir la main-d'œuvre qui manquerait. Le Canada au nord, qui est un des plus gros producteurs de commodités dans le monde, de matières premières et autres. Et un marché qui se trouve être l'Amérique du Sud et puis même au-delà. Donc, ils ne sont plus très incentivés à faire le tour du globe avec leur marine. Et donc, c'est un mouvement qui a commencé avec George W. Bush, qui s'est accentué et accéléré avec Trump, et que Biden n'a pas remis en cause. Donc, le retrait d'Afghanistan qui a été achevé par Biden, mais entrepris par Trump. Donc, ils reviennent, ils se replient sur eux-mêmes, et c'est un mouvement qui va continuer parce que le contribuable américain n'a plus vraiment envie de s'occuper des affaires du monde et de financer ça. Et donc le fait que la marine américaine se retire des mers du monde va créer ce qu'on va retourner en fait au 18e, 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va retourner à des hégémons régionaux comme la Chine, comme le Japon, quand on regarde l'Afrique du Nord, par exemple, ça a toujours été le Maroc et l'Égypte. L'Europe, ça va se jouer entre la France et l'Allemagne. Ouais, le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni. Donc voilà, on va revenir vers une politique une fragmentation de l'espace maritime sur une base géopolitique nouvelle, un peu multipolaire plutôt que unipolaire. Oui. Et le retour de la Turquie aussi. Mais au niveau du supply chain, ça va se traduire comment? Par un surcoût? Parce que vous parliez tout à l'heure de la garantie qu'apportait Washington en termes de sécurité qui se traduisait par des coûts abordables. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que cette logique-là de repli participe d'une augmentation des coûts? Pas forcément en termes d'assurance. Je veux dire, aujourd'hui, ce n'est plus l'unique facteur qui détermine. Mais je ne sais pas, en termes pas de protectionnisme, mais de désir de contrôler de manière plus efficace par les puissances régionales que vous avez évoquées tout à l'heure, leur espace maritime et les zones de passage. Forcément. Ça n'aura aucun impact. Si, ça va forcément avoir un impact. C'est-à-dire que vous allez... ça, c'est Larry Fink, le grand patron de BlackRock, qui disait que la mondialisation était finie. Quand la guerre en Ukraine a été déclenchée, il a fait une sortie en déclarant que la mondialisation était terminée. Donc déjà avec le Covid, on a vu, je crois, on l'a acté. Donc on va retourner vers des économies plus régionalisées. Ce qui voyagera, ce qui prendra un bateau ou un avion, ça sera des produits qui ont une meilleure ou une plus grosse marge de valeur ajoutée qu'aujourd'hui. Parce que le coût du transport va forcément augmenter. Parce que avant, les Américains le faisaient pour tout le monde, faisaient la sécurité pour tout le monde. Aujourd'hui, demain, et quand je dis demain, c'est 10, 15, 20 ans, on va voir combien de temps ça va prendre. Vous allez devoir envoyer votre propre marine pour sécuriser vos propres routes d'approvisionnement. Donc forcément, le contribuable va payer tout ça. Donc ça va augmenter certains pays forcément ne pourront pas faire et donc ils devront négocier avec Washington, quitte à payer pour que Washington protège. Moi je pense au Japon notamment, un pays qui dépend intégralement du reste du monde pour ses matières premières, notamment énergétiques, puisqu'il n'a rien en termes de pétrole, de gaz. Alors qu'il y a une flotte navale, une armée d'autodéfense avec une navire qui est puissante, mais qui n'a pas de capacité de projection jusqu'en Inde, jusqu'au canal de Suez, jusqu'en Méditerranée. Alors le Japon, Si, le Japon a une grosse capacité de projection, enfin il a une grosse, pas aussi grosse que celle des Américains, bien évidemment. En plus, leur constitution continue de les limiter, même si elle a été amendée à l'époque Shinzo Abe, mais ils ne peuvent pas attaquer un pays, à moins de défendre un allié, c'est ce qui a été amendé. Pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire. Et leur marine, bien qu'inférieure à la marine chinoise, les experts disent qu'elle est plus potente, qu'elle est déjà plus moderne. Elle est plus moderne, elle est de meilleure qualité. La marine chinoise est très, très fournie, mais en bateaux qui ne savent pas s'éloigner beaucoup trop des côtes. Ils ont besoin de ravitaillement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils essayent de mettre un pied dans le Sri Lanka. Le collier de perles, un ensemble de bases militaires. C'est ça. Ouais. Donc en Birmanie d'ailleurs, je crois. Oui, ils ont en Birmanie, ils ont au Sri Lanka, ils essaient d'avoir un pied dans les îles Salomon, toutes ces choses-là pour assurer leur route, parce que leurs navires ne sont pas autonomes, ils ont besoin de bases régulièrement pour pouvoir ravitailler leurs navires, contrairement à la flotte américaine qui peut traverser le monde sans stop. Le réacteur est nucléaire et puis surprotégé par des sous-marins, des destroyers, des frégates.
Alors maintenant, le Maroc, comment cela a impacté le Maroc globalement? Toutes ces désorganisations en termes de chaîne logistique. Alors, mis à part le coût, Oui. est-ce que ça a créé des déséquilibres, des raretés, est-ce que ça a amené le tissu marocain à être reconfiguré ou non? On est encore dans une logique où on subit, en attendant des jours meilleurs, en gardant l'espoir que ça va aller mieux. Alors, on va voir, on va voir. Mais la première des raretés va être le dollar. Mhm. La première des raretés va être le dollar parce Pour que les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure. voilà, vous allez avoir tous les pays de l'espace européen qui vont commencer à chercher à s'approvisionner en énergie en dollars. Donc le dollar va devenir une monnaie relativement difficile d'accès. On verra comment les Américains réagissent, est-ce qu'ils vont faire tourner la planche à billets. Vous savez, en même temps, ils sont en train de monter les taux d'intérêt. Donc, Oui. qui dit monter les taux d'intérêt Ça dit... dit apprécier le dollar. non, et puis il a séché. C'est-à-dire Oui, que effectivement, vous ne renouvelez pas de crédit. l'appréciation du dollar. Voilà, donc il y a de moins en moins de dollars Mhm. qui circulent, et en même temps, vous allez avoir une forte demande sur le dollar, donc ce qui Oui. fait que la valeur, théoriquement, Va si tout se exploser. passe bien, devrait traverser le toit, donc on va avoir des difficultés à s'approvisionner en Mhm. dollars. Et de l'autre côté, pour le Maroc, vous avez votre marché premier qui est l'Europe, qui va commencer à rentrer dans une crise énergétique longue, Mhm. et qui va se traduire forcément par une récession relativement marquée. Donc, Et moins de volume d'échange entre nous et les Européens. c'est ça. En termes d'importation et d'exportation, les deux peuvent être affectés. Tout à fait. Mhm. Et donc pour moi, la première difficulté pour le Maroc, ça va être ça, le dollar qui va devenir difficile d'accès. Donc pour ses approvisionnements d'énergie, il va souffrir pour avoir des dollars. Et son premier client par lequel arrivent les devises, la devise va chuter obligatoirement. Donc, tout le monde s'attend à ce que l'euro chute. Ça tarde un peu à venir, mais on ne voit pas Bon, comment bah, il peut il rentrer chute en quand même depuis un certain bout de temps, on en Voilà. parlait tout à l'heure. Bon, là, il a un petit répit, mais effectivement, il va descend. chuter encore. Tout à fait. Ouais. Et un marché qui va être déprimé. Donc ça, c'est le premier problème pour le Maroc. Bah, déjà, avant d'aller plus loin, au niveau de ces deux problèmes-là, tu as déjà le principal partenaire qui est déjà en récession économique, ça va s'aggraver. Oui. Et la future rareté du dollar, Oui. future proche, très proche relativement. Donc, est-ce qu'on doit en déduire que dès maintenant, la Banque centrale du Maroc, Banque El Maghreb, doit procéder à une reconfiguration de ses réserves de change en cherchant à convertir en partie les stocks en euros en dollars, afin d'anticiper ce scénario-là? Et au niveau du partenaire européen, doit-on chercher des marchés alternatifs dès maintenant pour écouler notre production, Les redéploiement en Afrique, en Asie, un peu partout? Les deux. Ah, mais c'est clair. Les deux. Mais y a-t-il déjà des prémices de ce type de... J'ai pas l'impression. D'accord, Ou du moins, je ne suis pas au courant, ou c'est pas crié sur les toits. d'accord. Mais les deux, il faut rebasculer vers augmenter ses réserves de dollars, bien évidemment. Trouver des alternatives. Bon, Ou le de marché, roubles, si on veut acheter à la Russie du pétrole et du gaz. Au lieu ah, d'acheter- c'est pas la mode en ce moment. On est Ça d'accord. peut créer des problèmes. On est d'accord. Donc, et il faut que le Maroc aussi se prépare. Enfin, un sujet que j'entends régulièrement sur votre chaîne, c'est le sujet de la Samia. Oui. C'est un sujet qui revient, enfin, si on veut dépenser, faire attention à ses réserves de change, c'est un des moyens, quoi. C'est de refaire tourner cette vieille maison pour éviter d'acheter. Parce que le coût auquel vous achetez du brut et le coût où vous achetez du raffiné, c'est pas le même. Ouais. Donc votre réserve de change, elle ne prend pas la même. Surtout que les coûts du raffinage ont explosé depuis un an. Ils ont fait quoi Passé de, je crois, de quelques dollars à 50 dollars. Oui, ils ont fait x5 ou x6, oui. À cause justement des raffineries qui ont fermé pendant le Covid, notamment. Exactement. Oui. Ouais. Et donc voilà, donc on a la souveraineté énergétique qui passe entre autres par la capacité à raffiner soi-même un pétrole brut que l'on importe plutôt que d'importer les produits dérivés. On a les réserves de change qui doivent être restructurées de manière stratégique dans une logique prospective. Et on a le redéploiement sur d'autres marchés alternatifs pour réduire la part de dépendance vis-à-vis de l'Union européenne et de la récession qu'elle connaît déjà et qui va s'aggraver. Alors, mis à part ces grands axes, que peut faire d'autre le Maroc en termes, par exemple, quand on parle de la flotte marchande, la Grèce, enfin des pays comme le Chili, etc., qu'en est-il du Maroc en termes de capacité d'assurer une souveraineté en termes de logistique? Très faible. Le Maroc aujourd'hui a une flotte, que ce soit marchande ou militaire, qui est largement sous-dimensionnée
à la fois par rapport à sa position géographique et à Et ses par rapport aux ambitions. côtes, enfin, on a, je crois, 3500 km de C'est ça. côte. Et donc vous avez aujourd'hui au Maroc 10 bâtiments militaires qui sont capables de prendre la haute mer. Mhm. Et quand je dis 10, je ne parle pas de la disponibilité, hein. Vous savez que chaque bâtiment a un taux de Ouais. disponibilité. Vous avez les besoins d'entraînement, vous avez plein Mhm. de choses qui arrivent sur un bâtiment militaire, quel que soit son type, qui fait que si vous en avez une dizaine, vous en avez grosso modo 4 projetables à un instant Mhm. T, quoi. Donc c'est extrêmement faible. Le Maroc, ne serait-ce que dans le Maroc déjà, avant de Mhm. parler de l'extérieur du Maroc, à l'intérieur du Maroc déjà, on exploite très peu l'eau. Mhm. Si vous voulez envoyer une marchandise de Tanger à Casablanca, vous l'envoyez via l'autoroute et via un camion, quoi. Mhm. Alors que Au si on train, à la limite. ou le train à la limite, mais alors que si on utilisait l'eau, Ouais. il faut savoir que le transport maritime coûte 1/10 de ce que coûte le transport routier. Mhm. Et puis la quantité qu'il peut transporter est énorme, avec la logique des conteneurs. Et... Oui. Et ça, les Romains le savaient. Je veux dire, Ah depuis oui. l'époque des Romains, les Romains, Mhm. au Maroc, ils n'utilisaient que la mer. Oui, ou les fleuves, en tout cas. C'est ça, ou les Mhm. fleuves, donc le Sbout, tous Ouais. ces fleuves-là. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de routes romaines au Maroc, c'est parce que Mhm. les Romains utilisaient l'eau, parce que l'eau Mhm. était disponible au Mhm. Maroc, et donc ils naviguaient plutôt que de construire des routes. Et je pense que c'est une bonne habitude qu'il faudrait reprendre. D'accord, donc la souveraineté économique, c'est également le fait de se doter de moyens logistiques pas chers, disponibles, et même en termes de Oui, capacité de déplacement de marchandises déjà à l'intérieur du Maroc. On ne oui. parle même pas d'échanger avec le reste du monde. Déjà à l'intérieur du Maroc, puis après projeter notre marine, marchande Mhm. et militaire, pour assurer nos routes commerciales, Mhm. essentiellement vers l'Afrique. Après éventuellement vers la Méditerranée, mais surtout Mhm. vers l'Afrique, parce que pour une question de coût, le routier Mhm. coûte beaucoup plus cher que le maritime. Mais on peut dire que quand même, depuis quelques années, il y a une prise de conscience de cette logique-là. Bon, alors au niveau des chemins de fer, il y a le Borak, Hmm. la LGV, la ligne grande vitesse, c'est le TGV, mais là, bon, c'est pour les personnes, pas pour les marchandises. Mais au niveau maritime, il y a eu quand même le grand projet de Tanger-Med, Oui, qui est situé de manière stratégique entre la Méditerranée et l'Atlantique, lui oui, permettant de jouer sur les deux tableaux, et dont la finalité était de faire du Maroc également une plateforme oui, de commerce mondial, etc. Et là, on parle actuellement d'un futur projet pour Dakhla, un énorme oui, port à Dakhla pour connecter avec le reste de l'Atlantique. oui, Donc, ce que vous dites, c'est que l'infrastructure, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Mais il faut également une capacité de projection, autant militaire que oui, commerciale, pour que l'une protège l'autre. oui. Après, ça coûte cher tout ça. Bien sûr, ça coûte énormément cher, Hmm. surtout tout ce qui est maritime. Un destroyer, déjà, Oui, c'est non, énorme. mais Déjà, l'entretien, la formation des gens, et puis le matériel en lui-même. ça coûte énormément cher. Vous savez, et l'aviation et l'aéronavale, c'est ce qui Mhm. coûte le plus cher. C'est des bâtiments qui mettent des années à se construire. Ouais. Donc, en fait, quand vous parlez maritime, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour ce qui va se passer dans Mhm. 20 ans, Mais on peut dire que ne pas les avoir coûte encore plus cher. bien sûr. Ah bah, si vous avez les Américains qui se retirent au fur et à mesure de la sécurité des routes militaires, enfin des routes marchandes, vous allez devoir le faire bon an mal an. Et donc, comme Mhm. tout changement, vous avez deux façons de l'aborder. Soit vous l'anticipez, vous le faites Mhm. tranquillement, soit dos au mur et vous le faites mal, quoi, hein. Oui. Alors, dernière question, là on est sur le moyen long terme plutôt. Le projet de la chinois de la nouvelle route de la soie, Oui, qui visait à contourner l'hégémonie américaine au niveau océanique par la en se terre. projetant par la profondeur continentale Oui. eurasiatique, là où la Chine globalement est souveraine avec des pays plutôt proches comme le Mhm. Kazakhstan, la Russie, etc., pour atteindre l'Europe du Nord. Le Maroc ayant adhéré à la version maritime de la route de la soie. Il y Oui. a eu un partenariat qui a été signé. Est-ce que la matérialisation de ce projet permettrait de résoudre ce problème-là et de réduire les coûts en mettant en concurrence la terre et la mer, en quelque sorte? Non, parce que les routes de la soie servent essentiellement aux Chinois de projeter leurs produits. Et puis d'importer, c'est le chemin retour d'Europe. Vous en connaissez beaucoup, vous, des pays qui ont une balance commerciale positive vis-à-vis de la Chine, à part Non, l'Allemagne? il y avait même l'Allemagne, je crois que c'est plus le cas. Ça a été le cas jusqu'à. Donc, les Bon, après, Chinois. une balance commerciale déficitaire, ça ne veut pas dire qu'on ne commerce pas, je veux dire. Bien évidemment. Si on attire en même temps les capitaux chinois, ce qui va être compliqué, on est d'accord par rapport à ce qu'a fait l'Europe avec Mhm. les Russes, effectivement, c'est compliqué, mais dans l'absolu, ça aurait pu marcher, c'est-à-dire marchandises d'un côté et IDE de l'autre et capitaux de l'autre. Ça se pourrait, mais enfin, sur le papier, ça marche. Mhm. Mais j'ai pas encore vu de manifestation
Ouais. physique, réel. Enfin, en général, le commerce avec le chinois est très souvent à la faveur des Chinois, en fait. C'est Oui, bah toujours ça, comme on ça. peut pas, ouais, effectivement, on peut pas le... Et puis, il y a bon, une dernière alternative, mais encore, c'est sur le papier, c'est la route polaire qui est proposée par la Russie, Oui, avec des brise-glaces nucléaires qui oui. permettent d'accéder directement, Et voilà. avec Donc l'aide là du encore, réchauffement climatique. voilà, non, oui, un facteur favorisant, d'après eux. Ouais. Oui, Il y en a qui souhaitent, il y en a qui ne souhaitent pas, mais même avec les brise-glaces, avec les brise-glaces nucléaires, oui, réchauffement ou pas, on peut se frayer un chemin. bien sûr. Est-ce crédible comme alternative ou est-ce juste enfin, de la communication russe Enfin, il y a. Bah, déjà, il y a une route du Nord qui Oui, est frayée par les Russes en permanence. oui. Mais là, on parle de la route polaire, voilà, qui Alors, directement. je vais juste ouvrir une parenthèse Ouais. pour expliquer pourquoi les Russes ont besoin impérativement de cette route-là. Le pétrole qui est extrait en Sibérie, enfin, qui alimente le port de Saint-Pétersbourg et donc qui du coup est coulé Mhm. vers l'Europe et qui vient de la Sibérie Oui. de ce côté-là, c'est un pétrole qui sort du permafrost. Mhm. Et donc les Russes ont besoin que ce pétrole-là coule constamment. S'il Mhm. arrête de couler, il gèle et s'il gèle, tout est C'est des détruit. pertes. Ouais. Et c'est un peu pour ça, c'est pour cette raison que les Mhm. Européens essaient de les enquiquiner pour faire en sorte qu'ils bloquent leur Mhm. exportation. Et pour la petite histoire, c'est comme ça que l'Union soviétique s'est effondrée. C'est parce qu'ils ne pouvaient plus exporter leur pétrole à cause de l'Arabie saoudite, qui avait Mhm. doublé leur production. Et tout le réseau d'extraction avait pété et ça avait mis par terre, à genoux, Mhm. l'Union soviétique qui a fini par s'effondrer. Donc les Russes essaient de trouver des solutions pour que le pétrole continue de sortir Circuler, sans s'arrêter, quitte à faire des pieds allés, c'est-à-dire des solutions qu'ils vont utiliser que ponctuellement et qu'ils arrêteront Mhm. plus tard. L'intérêt économique, c'est qu'il y ait des pipelines qui partent de la Sibérie vers la Chine. Ils sont en train de les construire. Mhm. Ils utilisent le ferroviaire aussi. Mais il y a un contrat de 500 milliards de dollars entre les deux Oui, qui a été signé, tout à fait. notamment pour alimenter la Chine en énergie. Oui. Et donc, ils sont en train de router des pipelines de la Sibérie, des champs de la Sibérie vers la Chine. Mhm. Ça va mettre, même avec la bonne volonté des Chinois et la force de travail extraordinaire des Chinois, ça mettra 5, 6, 7 ans, 10 ans, Mhm. j'en sais rien. Et donc, en attendant, il faut qu'ils passent par des chemins pour pas que le pétrole s'arrête de couler. Donc, une des solutions, c'est de contourner là. Il parle aussi d'un chemin de fer qui devrait passer par l'Iran et descendre jusqu'à l'Inde pour Mhm. alimenter l'Inde en Directement. pétrole. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se faire, mais qui vont nécessiter beaucoup de temps. Donc ces chemins Mhm. maritimes qui sont aujourd'hui imaginés et sur lesquels c'est des solutions temporaires en fait, Mhm. parce que économiquement, c'est pas ce qui se fait de mieux. D'accord. En tout cas, Mehdi Bioui, merci infiniment pour vos éclairages, Merci. très intéressants et assez alternatifs dans la manière de voir les choses, qui ne fait qu'enrichir le débat et l'échange. Et j'espère vous revoir très bientôt pour un autre sujet, Ça marche. vu que Merci. vous êtes très, très riche en approche, en perspective et en production intellectuelle. Merci infiniment. Merci. Et je remercie également tous les spectateurs qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.